Cette vidéo est présentée par Dima, la plateforme qui vous fait progresser en code, DevOps et en cloud. Je vais tout de suite vous expliquer à quoi sert WSL, comment ça fonctionne et dans la troisième partie, on va tout simplement l'installer sur notre machine et je vais vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur WSL pour l'utiliser correctement. Alors, quand vous lancez votre système d'exploitation Windows, quand vous allumez votre ordinateur, ce qu'il se passe, c'est que sur le hardware, vous avez un premier programme qui va se lancer, qui est le noyau Windows. Ce noyau Windows va ensuite lancer un premier processus qui va lancer tout le système d'exploitation Windows. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne de base. Et le problème, c'est que quand on fait du code ou quand on fait du DevOps, eh bien, on peut avoir beaucoup de problèmes à cause de ce fameux noyau Windows. Quand vous avez installé votre machine, vous pouvez effectivement quand même utiliser un terminal. Le problème, c'est que par défaut, le terminal, c'est le PowerShell, qui a une syntaxe qui est très peu intuitive et qui est très peu utilisée dans le monde professionnel. Et d'autre part, eh bien, toutes les instructions que vous allez envoyer via l'utilisation de ce shell vont de toute façon être interprétées par le noyau Windows, qui est un noyau très particulier et qui ne marche pas très bien avec tous les outils de développement. Alors, vous avez effectivement une alternative avec l'utilisation de Git Bash qui nous permettait d'utiliser Bash, qui est un terminal, qui est un shell en réalité, qui est très utilisé et qui est le plus utilisé de très loin dans l'écosystème Linux, qui est absolument génial. Cela étant dit, Git Bash n'est pas un vrai Bash puisque, au bout du compte, toutes les instructions qui vont partir de ce terminal vont de toute façon être interprétées par un noyau Windows. Donc, ça ne résout pas complètement notre problème. Alors, vous allez me dire, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne se débarrasse pas de Windows et qu'on utilise directement Linux? Eh bien, c'est pas forcément idéal, tout simplement parce que vous avez tout un tas de programmes qui ne fonctionnent que sur Windows et qui marchent très mal sur Linux. Vous avez déjà tous vos jeux vidéo et vous avez également, par exemple, toute la suite Adobe, sans parler de tous les autres programmes que vous utilisez au quotidien. Par conséquent, se débarrasser de Windows et utiliser exclusivement Linux n'est pas forcément la situation idéale. En réalité, ce qu'on voudrait, c'est tirer le meilleur de Windows et de Linux. On voudrait pouvoir utiliser tous les programmes qui nous intéressent depuis notre Windows, mais également pouvoir coder dans de bonnes conditions en utilisant un système Linux. Eh bien, c'est exactement ce que va nous permettre de faire WSL. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment il fonctionne et vous verrez que ce sera ensuite beaucoup plus intuitif au moment où vous allez l'installer et sur la façon dont vous allez pouvoir interagir avec. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce que change WSL. Quand vous avez installé WSL sur votre machine, on verra comment l'installer un tout petit peu après, eh bien ce qui va se passer, c'est que sur votre hardware, vous n'allez plus avoir directement le noyau Windows qui va se lancer. En réalité, vous allez avoir un programme intermédiaire qui s'appelle un hyperviseur. Et l'hyperviseur de Windows qui est utilisé ici, c'est Hyper-V. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hyperviseur? De façon très simplifiée, c'est un petit programme qui va nous permettre de lancer plusieurs systèmes d'exploitation. C'est notamment quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les data centers. En l'occurrence, dans notre cas de figure, le premier système d'exploitation que va lancer Hyper-V, c'est bien entendu le noyau Windows avec Windows qui va se lancer dessus, bien entendu, exactement comme avant. Mais vous voyez que ici, le noyau Windows maintenant passe par l'intermédiaire de Hyper-V. Alors, est-ce qu'on a de la perte de performance? Eh bien, en réalité, très peu, puisque Hyper-V fonctionne directement sur le hardware et est spécialement conçu justement pour ne gâcher absolument aucune performance. Donc, votre Windows va fonctionner exactement comme avant. Ok. Simplement, Hyper-V va également lancer quelque chose d'autre. Il va lancer ce fameux WSL. Et en fait, ce WSL, c'est également un petit programme, une espèce de mini VM, machine virtuelle, dans lequel on va retrouver un noyau Linux. Et c'est un noyau Linux officiel qui est maintenu par Microsoft. Ok. Et grâce à ce noyau Linux, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lancer un autre système d'exploitation, et même pas qu'un seul, on peut lancer en fait plusieurs autres systèmes d'exploitation qui vont utiliser ce noyau Linux. Et par exemple, on peut lancer Ubuntu. À noter que quand vous installez par exemple Docker sur Windows, même si vous n'avez pas WSL d'installer manuellement, ou vous ne l'avez pas fait manuellement, eh bien Docker, c'est de toute façon, via l'utilisation de Docker Desktop, il s'est installé grâce à exactement la même technologie en utilisant WSL. Une fois que c'est installé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système Ubuntu et le système Windows sont complètement séparés. C'est-à-dire que votre Windows n'a aucune connaissance de l'existence de Ubuntu et Ubuntu n'a aucune connaissance de l'existence de Windows. Les deux sont complètement isolés les uns des autres. Okay, et ça, c'est rendu possible grâce à justement cet hyperviseur Hyper-V. Cela étant dit, il va quand même être possible de faire communiquer notre Ubuntu avec notre Windows, mais pour ce faire, on ne va pas le faire en direct, puisque les deux systèmes ne se connaissent pas. On va utiliser en fait une simulation de connexion réseau, okay, donc une espèce de réseau virtuel, qui va nous permettre quand même de transvaser des fichiers éventuellement depuis votre Windows sur votre Ubuntu, ou depuis votre Ubuntu sur Windows. Mais c'est quelque chose qu'on fera de façon assez restreinte, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on aura besoin de faire très souvent. Alors, cela dit, sur votre écran, eh bien, vous ne voyez aucune différence puisqu'en fait, votre écran va toujours être connecté à votre Windows. Okay, donc, tout ce que vous voyez via votre écran, c'est votre système Windows. Et vous ne pourrez pas basculer l'écran vers le système Ubuntu. Ça n'est pas possible, ça n'est pas géré par WSL.
Mais de toute façon, en général, quand on utilise WSL, c'est pour travailler, hein, c'est pour faire du code ou du DevOps, ou peu importe. Et dans ce cadre-là, on n'a de toute façon pas besoin d'interagir avec un écran. Alors, pourquoi WSL est aussi populaire? Tout simplement parce qu'il fonctionne très très bien avec l'éditeur de code de Windows, VS Code. VS Code va nous permettre de directement nous connecter sur notre machine virtuelle Ubuntu. Ok. Et dans ce cadre-là, vous allez manipuler des fichiers, vous aurez l'impression que votre VS Code tourne sur Windows, et c'est le cas, mais les fichiers que vous allez manipuler, après connexion, en fait, ce sont des fichiers qui seront présents dans votre système Ubuntu. Vous voyez? Et de la même façon, vous allez également pouvoir mettre en place un terminal qui va se connecter directement sur votre système Ubuntu. Donc vous avez l'impression d'avoir un terminal classique, mais en réalité, ce terminal vous donne accès à Ubuntu. Voilà. Et bien entendu, pour cette communication, on utilise un protocole un petit peu particulier, ça ressemble un petit peu au SSH, c'est pas vraiment du SSH, ok? Et c'est ce qui va permettre de communiquer avec WSL. Enfin, voilà, c'est un protocole un petit peu particulier et qui marche très 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 bien. Et globalement, ça donne évidemment un avantage certain à Visual Studio Code, puisque c'est le seul qui est parfaitement compatible avec le système. Bah, les deux étant des propriétés de Microsoft. Ok, donc maintenant que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, eh bien on va installer tout ça sur notre Windows. Vous allez voir que c'est assez simple, il y a quand même quelques petites étapes, et je vais vous présenter donc les différentes fonctionnalités, l'utilisation de VS Code, l'utilisation d'un terminal, et je vais également vous montrer comment transférer, enfin comment on peut éventuellement partager un fichier depuis le Ubuntu vers le VS Code, et vice-versa. Ok, donc je vous montre comment installer WSL si vous ne l'avez pas déjà. Ici, vous ouvrez votre menu Windows, et vous tapez Feature. Voilà, et là vous avez Turn Windows Features On and Off. Donc j'imagine qu'en français ça doit être fonctionnalité, peu importe. Ici vous avez deux choses à vérifier. C'est que si vous ne l'avez jamais installé, donc vous aurez le Virtual Machine Platform, il faut impérativement qu'il soit coché, sinon ça ne fonctionnera pas. Okay, et ensuite vous avez également Windows Subsystem for Linux. Okay, il faut également que ce soit coché. Et ensuite vous faites OK. Donc ça va ensuite vous faire tout simplement redémarrer votre ordinateur une fois que c'est fait. Et à partir de là, eh bien, vous aurez WSL qui sera bien installé. Donc une fois que votre ordinateur est relancé, ok, donc vous repartez sur Windows, hein, ça ne change absolument rien. Et là, on va aller maintenant dans le terminal. Donc ici, vous tapez terminal. Et dans le terminal ici, vous vérifiez que ce soit bien installé. Donc pour ça, vous faites WSL-statut. Vous faites statut, comme ceci. Et donc là, en théorie, vous devriez avoir la version qui est installée. Et là, il faut impérativement la version 2. Hein, vous avez probablement la version 2. Donc moi, j'ai déjà évidemment Ubuntu qui est installé, mais peu importe. Ensuite, vous allez mettre à jour votre WSL. Donc vous faites WSL-, et là, vous allez taper Update. Okay, donc ça va prendre un peu de temps pour qu'il mette à jour le WSL, que vous soyez sur la dernière version. Une fois que c'est fini, vous allez pouvoir aller dans le Store Windows. Microsoft Store. Okay, et là, vous tapez Ubuntu. Voilà, vous allez sur Ubuntu. Vous récupérez la dernière version d'Ubuntu. Moi, j'ai celle-ci qui est installée. Voilà, vous pouvez récupérer la dernière version. Hein, globalement, celle-ci est bien. Et vous aurez probablement une autre LTS. Prenez toujours des LTS. Donc, vous l'ouvrez, vous l'installez. Hein, globalement, vous allez cliquer, il y aura un bouton installation. Vous l'installez et ensuite, vous pouvez directement l'ouvrir. Donc, quand vous allez l'ouvrir, une fois que ce sera installé, vous allez pouvoir cliquer sur Open. Ça va vous ouvrir ici un terminal sur Ubuntu. Okay, donc, la première fois, il va falloir d'abord configurer votre utilisateur racine. Et l'utilisateur racine, c'est important parce que c'est l'utilisateur que vous allez utiliser ensuite constamment. Donc, il ne faut pas oublier votre mot de passe. Voilà, et donc à partir de là, en fait, ici, vous êtes connecté dans la machine virtuelle Ubuntu. Donc vous êtes dans un véritable... c'est comme si vous étiez connecté en SSH sur un serveur d'un cloud provider quelconque ou n'importe quoi. Vous voyez, vous avez vraiment, ou un container Docker, par exemple, dans un environnement Linux. Mais là, vous avez le vrai Linux qui tourne et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez dessus. Donc, en général, dans ce type d'environnement, on ne va pas pouvoir installer d'applications graphiques. Okay, ce n'est pas le but du jeu. Par contre, on va quand même pouvoir coder, puisque ça s'intègre parfaitement bien avec VS Code. Par exemple, vous avez une extension qui va permettre directement de connecter le VS Code à votre VM, okay, à votre Ubuntu. Et du coup, ensuite, vous pouvez développer. Il y a une connexion réseau qui se fait, qui est nativement configurée. Et donc, vous pouvez directement coder dans un environnement Ubuntu sans problème. Donc, je vous montre comment faire. Ici, vous allez sur VS Code. Vous allez dans les extensions. Et dans les extensions ici, eh bien, vous tapez WSL et vous avez une extension à récupérer, celle-ci, hein, l'extension de Microsoft. Vous la récupérez. Et ensuite, ici en bas, vous allez avoir une petite indication si vous êtes connecté actuellement sur votre Ubuntu ou pas à partir de votre WSL. Donc, si vous n'êtes pas connecté, ça ressemblera à ça. Donc là, je vais close la connexion. Okay, donc là, si j'ouvre mon terminal, je suis sur Windows, dans mon système de fichiers Windows. Donc là, j'ai quand même installé
Bon, là, j'ai plein de shells différents, mais vous, par défaut, vous aurez le PowerShell. Voilà, donc là, vous êtes sur Windows, un Windows basique, et ensuite, vous pouvez vous connecter, vous cliquez ici, Open Remote Windows, vous vous connectez WSL, et là, vous êtes connecté sur votre Ubuntu. Et donc, vous pouvez travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez. OK, et donc c'est parfait parce que nous, comme ça, on va travailler maintenant dans cet environnement. Donc, je considère ici que même si vous êtes sur Windows, vous allez travailler dans un environnement Linux. Et vous avez également la possibilité d'ouvrir directement un terminal. Donc là, vous pouvez aller sur le terminal. Vous avez également la possibilité de choisir ici, de lancer un terminal sur Ubuntu. OK, et là, hop, vous êtes lancé sur Ubuntu. Vous pouvez être donc sur PowerShell. Là, je suis sur Windows. Et là, je suis sur mon Ubuntu. Ensuite, pour la communication, ce qu'on peut faire, c'est que ici, vous allez dans votre FS, okay, dans le système de fichiers, vous allez sur ZISPC, et là, vous tapez //WSL $. Vous faites entrer, et là, vous êtes sur le réseau, vous avez vu? On est sur le réseau, parce qu'encore une fois, le WSL, enfin votre Ubuntu, n'est pas lancé depuis votre Windows. Il est lancé de plus bas, en parallèle de votre Windows. Donc, quelque part, c'est un peu comme si c'était sur le même réseau. Et donc là, moi, j'ai Docker Desktop qui est installé également sur WSL. On va l'installer dans la leçon suivante. Et sinon, vous avez le Ubuntu, et ça, le Ubuntu, c'est celui qui est installé. Donc, si je clique dessus ici, maintenant, j'ai mon système de fichiers de mon système Ubuntu. D'accord? Donc là, par exemple, je vais aller dans... Bon, après, il faut connaître. Hein. Je vais aller dans Home, je vais aller dans mon utilisateur Home. Donc là, j'ai plein de choses. Là, je vais faire un... On va aller dans Test, tiens. Le folder est vide. Donc là, je vais ouvrir un fichier. On va faire un nouveau texte document. Hello. Ok, donc là, on a un fichier hello, j'ai rien mis dedans, mais c'est pas très grave. Et ici, si je retourne du côté de mon terminal, si je vais dans test, je fais cd test, et là, vous voyez, on retrouve le fameux fichier hello. Okay, voilà. Après, si je veux pouvoir communiquer depuis mon Ubuntu pour pouvoir draguer, par exemple, un fichier du Ubuntu vers le Windows, ici, vous pouvez faire open point. Ça va ouvrir directement votre éditeur votre système de fichiers, là où vous vous situez. Et après, vous pouvez récupérer votre fichier et vous pouvez le drag n'importe où. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, là, je suis sur VS Code. Okay, donc sur VS Code, je suis connecté exactement dans le même Ubuntu. Ouais, c'est exactement le même Ubuntu, hein, c'est simplement un autre terminal. Et là, je vais faire un nouveau fichier que je vais appeler touch hello2 from wsl.txt. Je peux même cette fois faire un echo 1, 2, 3, qu'on va mettre dans ce fichier. Et maintenant, si je retourne ici donc sur mon éditeur, donc je rafraîchis, et là, vous voyez, on a bien notre fichier qui apparaît ici. Ensuite, je peux le drag and drop et je peux le mettre sur n'importe quel dossier de mon Windows. Ok, bon, c'était une petite précision, comme ça, si vous ne connaissez pas WSL, utilisez-le. Si vous souhaitez devenir développeur et que vous avez apprécié le style pédagogique de la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site dima.fr. On propose plein de formations sur plein de sujets, que ce soit le code, le développement web, le développement mobile. On propose également un grand nombre de formations sur le cloud, sur le DevOps. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous souhaitez poursuivre votre montée en compétences, que vous êtes déjà développeur et que vous souhaitez vous diversifier pour apprendre des nouvelles technologies, c'est également une plateforme qui est parfaitement adaptée pour vos besoins. Dima fonctionne avec un système d'abonnement. Vous avez un abonnement qui donne accès à l'ensemble de toutes les formations de la plateforme, et en fonction du nombre de formations que vous souhaitez suivre, vous prenez un abonnement plus ou moins long, avec évidemment une tarification qui est dégressive. Plus vous passez de temps dessus, plus vous prenez un abonnement sur le long terme, plus les tarifs sont intéressants. Vous pouvez créer un compte gratuitement pour voir à quoi ressemble la plateforme, et une fois que vous aurez pris votre abonnement, vous pourrez tout simplement sélectionner une des formations qui vous intéresse. La formation a été composée par un professionnel qui est en exercice, et vous pourrez voir que chacune des formations est très très longue, composée d'un grand nombre de chapitres. Sur chacun des chapitres, vous aurez un grand nombre de leçons, et sur chacune des leçons, vous aurez tout d'abord une partie vidéo dans laquelle on va présenter une notion et directement la mettre en pratique. Ensuite, on se permettra d'aller un petit peu plus loin via l'utilisation d'un cours écrit, et en fin de leçon, vous aurez un quiz pour valider vos connaissances avant de passer à la suite. Dans la plupart des formations, vous aurez également accès à des projets complets, et parfois vous aurez également des formations avancées sur certains thèmes en fonction des technologies. Vous pouvez poser également toutes vos questions du côté de notre chat communautaire. Nos autres étudiants se feront une joie de vous répondre, et s'ils ne vous répondent pas, nous, de toute façon, on vous répondra. Vous aurez également accès du côté de votre tableau de bord à un suivi de votre activité sur la plateforme avec des badges que vous pouvez débloquer, et vous retrouverez également un ensemble de certifications que vous allez pouvoir débloquer en finissant les formations, et vous pourrez les partager sur vos réseaux sociaux. Ok, si vous avez la moindre question sur Dima ou sur WSL, n'hésitez pas à nous la poser via l'utilisation des commentaires, et n'hésitez pas également à partager la vidéo si d'autres développeurs sont intéressés pour apprendre à installer WSL.